Pourquoi se battre pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ma valeur, qui ne voit pas mes efforts, qui n'est pas prêt à en faire pour moi? C'est une question à laquelle j'apporte pas de réponse directe, mais on va quand même bien discuter du débat qui se cache derrière, parce que comme vous allez le voir, ça représente pas mal de dangers. On analyse tout ça, et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on s'attaque à un type d'idéologie qui, appelons un chat, représente finalement un danger relationnel, une certaine limitation aussi dans la réflexion, basée donc autour du pourquoi faire des efforts pour quelqu'un qui ne m'aime pas, pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ma valeur. Alors ce genre d'idées, c'est des conseils qui sont parfois affichés, épinglés comme étant le leitmotiv pour gérer sa vie amoureuse. Attention à être celui qui va analyser le regard que l'autre a sur moi, et s'il ne me reconnaît pas donc à ma juste valeur, s'il ne voit pas à quel point je suis un bel être humain, eh bien il faudrait m'en écarter. On comprend assez vite que l'idée de reconquête amoureuse, j'ai envie de dire même d'amour véritable, et cette idéologie de la notation, de l'évaluation, vont à un moment ou à un autre entrer en conflit. Et le souci, c'est que malheureusement, les deux domaines sont extrêmement liés. On voit même des professionnels de la reconquête amoureuse justement aller sur ce terrain de la valeur et nous dire que donc ce serait, j'ai même vu ça, la pire erreur dans le domaine amoureux que de faire des efforts pour quelqu'un qui ne nous aime pas, pour quelqu'un qui n'est pas capable de voir notre potentiel, nos capacités, etc., etc., etc. Le plus triste, c'est que ce professionnel en question, c'est quand même un professionnel de la reconquête amoureuse, et je me demande comment s'articule le reste de son discours du coup, puisque ça n'a aucun sens. En tout cas, moi je voulais discuter ça. Je sais qu'on va, comme bien souvent, jeter des cailloux, mettre des coups de bâton dans les genoux, et on va malgré tout rester debout et continuer nos réflexions, parce que, comme je vous le disais, pour moi il y a véritablement un danger là-dedans, et surtout un non-sens absolu. Donc, pour discuter la théorie du jour, ou les théories du jour, deux parties comme bien souvent. Et la première, c'est que le concept de la rupture amoureuse est complètement occulté. On entend souvent dire que mon ex, s'il ou elle m'aimait toujours, devrait se battre pour moi. Et comme on a vécu quelque chose de fort ensemble, on a peut-être eu des projets, une famille, une maison, etc., etc., ça devrait quelque part prévaloir sur son sentiment actuel, qui est plutôt de l'ordre du mal-être, l'impression de ne plus être heureux, heureuse avec moi, et que donc il y a une impossibilité à continuer. Et il devrait y avoir ce devoir envers moi de fidélité, d'effort, de travail, tout ça reposant sur ce qu'on sait déjà, à savoir la fameuse promesse d'éternité, le fait que dans un couple, on devrait avoir quelqu'un à nos côtés qui est finalement cette épaule, ce bouclier, ce traversin, vous l'appelez comme vous voulez, mais ce confort qui nous permet, quand on va un petit peu moins bien, de retrouver de l'énergie, de la force, et de laisser un petit peu ses responsabilités sur ses épaules. Alors j'entends bien tout ça, le souci dans pourquoi est-ce que moi j'irais faire des efforts pour quelqu'un qui donc ne m'aime plus, ne reconnaît pas ma valeur, etc., etc., c'est qu'on abandonne, mais alors à 100%, tout l'espace psychologique, et même, j'ai envie de dire, l'événement même de la rupture amoureuse. On se demande même pas pourquoi la personne nous quitte. On émet immédiatement un jugement qui est un jugement de valeur sur son choix, le trouvant égoïste, le trouvant injuste, le trouvant irrespectueux vis-à-vis de ce qu'on a pu créer ensemble, sans jamais se remettre en question, sans jamais responsabiliser les actions qu'on a pu faire, les paroles qu'on a pu avoir, la routine pas forcément satisfaisante qu'on avait tous les deux, et puis en plus avec une analyse qui est un peu télétubbies et qui est totalement compréhensible, à savoir qu'après la rupture amoureuse, on a tendance à mettre en avant ce que la personne face à nous a fait de mal et ce que nous, on a fait de bien, pour contrebalancer le truc et satisfaire au statut
statut de victime qui est reconnu par tout notre environnement. Finalement, dans toute cette réflexion de ma valeur, de pourquoi moi je devrais faire des efforts, etc., on voit bien que le point d'ancrage, l'élément de référence, c'est moi. C'est ce qu'on mérite. Et ça, on le sait également, hein, cette notion de mérite, elle passe malheureusement aujourd'hui toujours avant la notion de responsabilité. Et ce qui est marrant, c'est que ça ne répond pas finalement aux critères de la méritocratie. Parce que la méritocratie, dans sa définition, c'est d'abord le fait de faire des efforts, c'est d'abord le fait d'aller suer, d'aller en chier, d'aller en baver, pour après obtenir quelque chose. C'est par exemple le fondement de la religion protestante, hein, qui est la religion qui prime en Suède, où la valeur travail est la valeur centrale. Il faut transpirer sur terre, il faudrait même manger du pain noir, et quand même en quantité astronomique, pour mériter sa place au ciel. Alors personnellement, je suis athée, mais j'aime bien cette logique de me dire, quand je gagne quelque chose, c'est pas parce que d'avance, on estime que je le mérite parce que j'avais ce potentiel et donc on me reconnaissait intrinsèquement cette valeur-là, mais c'est parce que je suis allé sur le terrain, un peu comme dans un match, quel que soit le sport, où on est le favori. Il y a une forme de pression différente, il faut quand même aller le gagner le match, hein. On ne nous le donne pas sur tapis vert, et là c'est un petit peu ce qu'on demande. Ouais mais attends, non, moi je suis une grosse équipe, hein, donc tu peux pas me quitter, tu peux pas machin, tu me dois ça, tu sais que j'ai un potentiel, tu sais que j'ai une belle valeur, il faut que tu restes avec moi, que tu mettes le genou à terre et que tu t'avoues vaincu. Mais on voit que cette logique-là, elle est complètement finalement irrespectueuse pour ce qui a pu se passer, pour le raisonnement et les émotions de la personne qu'on a face à nous. Moi je pense qu'il faut voir les choses un petit peu autrement. La rupture amoureuse, matériellement, intrinsèquement, c'est déjà une preuve qu'il y a eu une chance relationnelle, puisqu'il n'y a pas de rupture sans relation. Donc matériellement, on a eu une chance de se rapprocher de la personne, de faire des efforts au quotidien, de partager des choses, d'avoir une intimité, etc., etc. Et le résultat de cette équation sur le moyen long terme, hein, très clairement, c'est qu'il y a une absence de satisfaction. Peut-être que c'est lié à nos comportements, peut-être que c'est lié au comportement de la personne qu'on a face à nous. En tout cas, il y a un degré de responsabilisation à avoir, et à un moment, c'est forcément que la communication a été défaillante. Finalement, on s'aperçoit que la notion de valeur, et si vous avez été en couple, vous vous en êtes forcément rendu compte, au quotidien, on ne se réveille pas en notant la personne qu'on a face à nous, hein. Il y a un ressenti global. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je l'aime un petit peu moins. Aujourd'hui, ça se passe bien. Aujourd'hui, ça se passe mal. Et selon ce qui se passe avec cette personne et dans le reste de notre environnement, si notation il devait y avoir, on voit qu'elle évolue. Et au moment de la rupture amoureuse, la rupture est un conflit par définition. Donc la valeur que vous estimez, vous, être haute, mais dans les yeux de l'autre, elle est basse, puisqu'on n'est plus heureux avec vous, puisqu'il y a un souci, puisqu'il y a une galère. Donc l'idée du pourquoi je ferais des efforts pour quelqu'un qui ne reconnaît pas ma valeur, il faut la définir, cette valeur, et il faut la définir de manière objective, si c'était faisable, ce que moi je ne pense pas. Je pense que c'est de la connerie en barre et qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais cette idée de valeur, elle est totalement subjective, parce que c'est vous qui êtes dans cette idée de la définir et de, on va pas se mentir, se mettre une note plutôt élevée parce qu'on est la victime, parce qu'on souffre, parce que l'autre a manqué à ses devoirs, etc., parce que lui, ou elle, mais jamais parce que moi, hein. Alors vous me direz, il y a le pendant aussi, il y a les gens qui se victimisent à fond et qui voient des erreurs dans absolument tout ce qu'ils ont fait, etc. Il est bien évident que les extrêmes, quelle que soit la méthode de raisonnement qu'on utilise et le côté de la barrière où on se trouve, ne sont jamais bons. En tout cas, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que la rupture amoureuse, oui, c'est un choix qui est difficile. La plupart du temps, c'est quelque chose qui a fomenté dans la tête de votre ex, qui ne s'est pas fait en un claquement de doigts, même si ça a pu émaner simplement d'une dispute à un instant T. Vous imaginez bien que les sentiments négatifs, cette lentille qu'on a mis pour analyser le fait que ça ne marchait plus entre nous, elle n'est pas née d'hier, quoi. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Donc forcément, c'est quelque chose qui a augmenté, qui a grossi, et qui donc pour les fans de la valeur vous a fait diminuer, hein. Vous avez perdu des points de vie, perdu de l'expérience, perdu des places au classement, je ne sais pas comment on compte, mais il y a cette idée que on a
face à nous une décision qui est archi difficile et qu'il va falloir assumer à travers ce que j'appelle le pacte. Le pacte, finalement, à bien réfléchir, alors il vous touche directement, mais ça n'a rien à voir avec vous dans la construction. Le pacte, c'est le fait de se dire, voilà, je prends une décision qui est décisive, qui est très importante pour moi, je dois m'y tenir, me mettre avec cette personne, entretenir un couple avec cette personne, ça ne fonctionne pas, ça me rend malheureux. Donc, par tous les moyens possibles, il faut que je retire cette idée de ma tête. Il faut, et on l'entend souvent, hein, des gens qui nous disent, non, je veux pas te voir, j'ai peur de tomber dans tes bras. Donc on voit que c'est pas uniquement basé sur la détestation, et quelqu'un qui nous dirait j'ai peur de te voir parce que j'ai peur justement qu'on se remette ensemble. Votre valeur, elle est où? Enfin, on voit que ça n'a strictement aucun sens. Ça laisse mais alors complètement la culpabilité de la personne qu'on a face à nous de côté. Ça lui crache au visage même, hein. Là on part vraiment sur un truc ultra manichéen où la personne qui rompt c'est le méchant, la personne qui est laissée de côté c'est le gentil, et la personne qui rompt en plus le fait avec une volonté belliqueuse, une volonté de destruction. Et on voit cette idée, cette réflexion autour de la polarisation comme ça du bon et du méchant, bah, ça crée nécessairement du conflit. Et le problème, c'est que ça peut même créer du conflit dans le couple, et c'est un petit peu ce qu'on va, enfin dans le couple, dans les relations même à titre général, et c'est un petit peu ce qu'on va voir, ce qui va découler de notre deuxième partie que j'ai intitulée mais de quelle valeur parlons-nous, hein, très clairement. Le concept, il est, mais alors à 100%, le concept de valeur est à 100% égocentré. Ça crée une forme de compétition. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'entre en interaction avec quelqu'un, il ne faudrait pas que je sois naturel. Il faudrait que je sois meilleur que cette personne. Il faut que je sois conscient de ce que je lui apporte, de ce qu'il m'apporte, et que moi, mon contenu, mon idée, ma façon d'être solaire soit plus importante que la sienne. Mais vous imaginez l'idée que ça donne à nos générations actuelles. On est déjà dans le fait de se plaindre en France et de plus en plus en Suède. Dieu merci, ça n'existe pas en Finlande. Mais de cette idée que la compétition, l'élitisme dans le système scolaire, ça crée des conflits, ça crée des problématiques, ça crée des maux sociétaux tels que la dépression, etc., etc. Et là, on nous dit que non seulement cette compétition, il faudrait l'accepter dans le domaine scolaire, mais il faudrait également la vivre, l'embrasser, la respecter, en faire une religion dans le domaine d'absolument tout ce qui touche à notre relationnel. Mais c'est catastrophique, puis c'est honteux. Enfin, je veux dire, merde, quand est-ce que tu peux juste t'asseoir, boire une bière avec quelqu'un avec qui potentiellement ça s'est mal passé hier, et se dire allez, chin, on oublie tout? Non, parce que alors là, tu te rends compte, ton ego, t'as pas de valeur, t'as pas... Mais où est-ce qu'on est? Dans quel monde on vit? Sur quelle planète est-ce qu'on évolue? En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression de ne pas faire partie de cet univers-là, parce que les astres qui tournent autour de moi et de la manière dont j'évolue au quotidien, mais alors, c'est pas du tout cela. Quand je me lève le matin, j'analyse pas, j'évalue pas les personnes que j'ai face à moi. Déjà, une grande partie de l'évaluation de la manière dont je les perçois, ça dépend de moi. Est-ce que je me suis levé du bon pied? Je me suis levé du mauvais pied? En plus, je suis pas une personne qui adore le matin, donc je suis assez facilement irritable avant le café. Ce serait un peu dommage que je donne des mauvaises notes à tout le monde juste parce que j'ai pas bu mon café. Imaginez, j'en ai plus. Oh putain, il faut pas qu'on se croise parce que je vais vous détester. Ça n'a strictement aucun sens. Alors je sais que les détracteurs de ce que je suis en train de dire vont dire mais non, mais tu comprends pas, tu ridiculises l'idée de... mais malgré tout, moi, la question que j'ai envie de leur poser, c'est mais comment est-ce que vous la jaugez, cette valeur-là? Comment est-ce que vous l'établissez? Quand quelqu'un me dit non, moi je trouve que mon ex ne respecte pas, ne voit pas ma valeur. C'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi matériellement, concrètement? C'est quoi ta valeur? C'est une notation sur 100? C'est une cotation en bourse? C'est des points de vie? C'est comment est-ce qu'on la définit? Et comment est-ce que vous pouvez définir votre propre valeur? Sachant que l'objectivité, je ne sais pas si dans sa définition, il y a forcément une interjection, une présence extérieure pour venir juger, mais j'ai envie de dire dans un consensus commun que la plupart du temps où on a besoin d'objectivité, il y a effectivement un juge qui est à l'extérieur, voire un jury. Lorsqu'on fait nos études, qu'on passe des concours, qu'on doit présenter une thèse, dans certains sports qui sont notés sur l'esthétisme, il y a un jury. En boxe, il y a un jury, enfin c'est aussi un sport. Lorsqu'on commet un crime, il y a un juge, il y a des avocats, il y a un jury. Donc on se dit bien que dans l'idée de se noter, de noter sa valeur,
un tueur en série qui est fier de ce qu'il a fait, il se donne une bonne note, hein, quand même. Et là, on s'aperçoit que tout à coup, la notion de responsabilisation, hop, elle est poubelle. La notion de culpabilité, hop, on s'en fout. Et on est dans un truc, pour moi, c'est X-Files. Et je vois ça absolument partout, comme si c'était tout à fait normal. Et moi, j'ai une question à poser, et ce sera le début de ma conclusion. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est anodin de voir de plus en plus de débats et d'affirmations autour de la valeur personnelle et le nombre des ruptures amoureuses qui se multiplient, qui s'agrandit, surtout pour des raisons archi débiles, hein. Alors oui, il y a une évolution sociétale du fait qu'aujourd'hui, on a Tinder, on a tous ces trucs-là qui nous permettent de voir de la viande fraîche absolument partout et de se dire j'ai les crocs. On est bien d'accord, versus il y a 50 ans où on se mariait avec la personne qui habitait à 3 pâtés de maison et oh putain c'était déjà loin quoi, parce qu'on n'avait pas l'habitude de sortir de son champ. Je suis bien d'accord, mais malgré tout cette notion, cette idée qu'on nous martèle qu'il faut absolument juger tout le monde, bah, ça nous pousse à intérioriser cette logique-là, ça nous pousse à pointer du doigt absolument tous les gens qu'on croise et ça nous pousse à finalement être un peu infect dans notre jugement, à absolument laisser aucune chance à la personne qu'on a face à nous, parce qu'en fait c'est l'effet inverse hein, qui se produit, la valeur de la personne, on a tendance à la squeezer rapidement, à pas lui laisser le temps de changer, d'évoluer, de grandir. Et c'est exactement ça qu'on fait dans la reconquête amoureuse. Et dernière question que je veux poser aux gens qui me disent « Ouais, mon ex respecte pas ma valeur, pourquoi, encore une fois, courir après quelqu'un qui m'aime pas, etc. » Il n'y a pas un moment où vous vous dites que votre ex, si il ou elle a le même raisonnement que vous, bah, c'est peut-être pour ça qu'il est parti, parce que à ce moment-là, votre valeur était moindre, n'était pas assez puissante, imposante, importante pour qu'il ou elle se sente heureux. Et c'est ça que je vous disais. On arrive sur un risque relationnel qui nous éloigne de ce qu'on veut exactement dans la reconquête amoureuse, de la simplicité, du sourire, du dynamisme, quelque chose qui soit véritablement basé sur l'amour. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Le like est excessivement apprécié puisqu'il permet au référencement d'agir positivement. Vous pouvez aussi, dans la même idée, vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Et encore une fois, participer au programme VIP en rejoignant la chaîne. Il y a des liens un peu partout, vous n'hésitez pas. Voilà, de mon côté, je vous abandonne là et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!